Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique, dans laquelle on parle d'architecture et d'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui revient tous les ans, qui est toujours d'actualité, à savoir la gestion de l'eau à Taïwan, un pays qui est, aussi surprenant soit-il, toujours un petit peu en déficit d'eau et qui doit gérer avec ses limites. Alors, on va revenir sur 3 articles qui ont été publiés dans le magazine Taïwan Panorama, donc c'est accessible en mandarin mais aussi en anglais, et on va explorer 3 facettes de cette gestion de l'eau, à la fois dans l'industrie avec TSMC, le fabricant de semi-conducteurs. On va aussi s'intéresser à la gestion de l'eau dans un hôpital, c'est assez surprenant, dans la ville du Nouveau Taipei, et puis on va évoquer une des constructions durables en bois, notamment autour de la centrale hydroélectrique à Taïwan. Donc on va revenir là-dessus pour revenir sur ce sujet qui revient tous les ans l'été, et c'est intéressant de le voir avant que les périodes de sécheresse et peut-être l'absence d'eau à cause des typhons, s'ils ne sont pas suffisants cette année, eh bien se posent. Donc on commence tout de suite. On va commencer cette question de la gestion de l'eau avec l'un des 3 articles évoqués aujourd'hui qui ont été publiés dans Taïwan Panorama. C'est une sorte de petite revue de presse un petit peu concentrée sur ces publications-là. Donc c'est accessible en ligne et c'est gratuit. Je vous invite largement à aller lire régulièrement les articles de Taïwan Panorama. Ils sont toujours très intéressants dans la communication que Taïwan essaye de faire, mais aussi sur les questions que posent certains de ces articles. Et donc le premier s'appelle « Le modèle novateur de gestion environnementale de TSMC », un article qui était publié à la base écrit par Joanna Wang. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On ne saurait trop insister sur l'importance de l'eau dans les usines de fabrication de semi-conducteurs. Effectivement, c'est un des gros enjeux du développement industriel de Taïwan, sa gestion de l'eau. On se rappelle, pendant la période du Covid, il y avait eu une pénurie d'eau et le monde entier manquait de semi-conducteurs qui ne pouvaient pas être envoyés depuis Taïwan. Et tout le monde se disait que c'était à cause du Covid, mais c'était en grande partie à cause du manque d'eau. Et donc les TSMC, la compagnie internationalement connue, eh bien, s'est fixé un objectif d'atteindre une neutralité hydrique d'ici 2030, c'est-à-dire compenser sa consommation d'eau par un apport supérieur à celle qu'elle consomme. Donc l'objectif, c'est d'optimiser l'utilisation de chaque goutte et ainsi créer une situation gagnant-gagnant pour la technologie et l'environnement. Alors, il y a des ambitions environnementales, mais aussi économiques, parce que voilà, on l'a dit juste il y a quelques secondes, si TSMC ne peut plus tourner, eh bien, c'est des gros enjeux économiques qui sont derrière. Alors, comment fabriquer des semi-conducteurs avec de l'eau recyclée ? C'est une vraie question. La fabrication de semi-conducteurs, nous dit l'article, impose des exigences très strictes en matière de qualité de l'eau. L'eau utilisée dans ces procédés de fabrication ne doit pas contenir plus d'1 millilitre d'impureté pour un volume équivalent à celui de 1000 piscines olympiques. Donc l'utilisation de l'eau recyclée pour ces procédés représente donc un défi technique majeur. Ça veut dire qu'il faut la purifier. On ne peut pas juste faire circuler de l'eau dans les circuits. Et donc TSMC réfléchit à ça depuis un moment. En 2022, l'usine de traitement des eaux de TSMC, qui se situe dans un de ses parcs scientifiques, eh bien, est entrée en service, ce qui constitue une première application concrète de la notion de réutilisation des eaux industrielles dans la fabrication et le processus pour fabriquer des semi-conducteurs de pointe. TSMC, qui emploie près de 1000 personnes dans chacune de ces usines, eh bien, met en place des mesures de contrôle rigoureuses. Et en 2024, nous dit l'article, eh bien, l'entreprise a commencé à intégrer l'eau recyclée dans ses procédés de fabrication pour des semi-conducteurs plus avancés, donc de 5 et 3 nanomètres, dans des usines qui avaient déjà atteint leur maturité. Ça, c'est donc une étape majeure en matière d'innovation verte pour le secteur. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'économiser forcément et de partager l'eau. Si on prend certaines des installations dans des arrondissements de Yongrang ou de Anping à Tainan, eh bien, on peut fournir ces stations d'épuration récemment installées peuvent fournir 67 000 mètres cubes d'eau par jour aux usines de fabrication. À ce jour, les usines de TSMC à Tainan ont utilisé près de 19,65 millions de mètres cubes d'eau recyclée. Ça réduit un petit peu leur dépendance à l'eau du réseau de la ville. Donc ça déduit cette dépendance d'environ 31% selon les chiffres de l'article qui sont cités. Et d'ailleurs, moi je découvre une chose aussi, c'est que TSMC et la municipalité de Tainan eh bien, mettent en place un mécanisme dit de crédit pour l'eau recyclée. Donc c'est un mécanisme qui fait que l'eau recyclée est fournie aux entreprises situées à proximité des stations d'épuration en échange d'une prime versée par TSMC sur l'eau du réseau.
C'est un système qui permet de réutiliser une utilisation flexible de l'eau dans la région, tout en réduisant un petit peu l'empreinte carbone de sa distribution. Donc on est dans une réflexion de logique de fabrique éco-responsable et de stratégie verte pour la mondialisation, que TSMC essaie de mettre en application à son expérience pour innover en technologie et sa gouvernance d'entreprise, pour essayer de collaborer avec les autorités locales, mais aussi pour répondre à des grands enjeux économiques et environnementaux, on l'a dit. Et une chose aussi qui est intéressante, qui est nommée dans l'article, c'est que TSMC met des plans de gestion de l'eau adaptés pour chaque site aussi à l'étranger. À Kumamoto, au Japon, par exemple, sa filiale JASM applique des stratégies de restauration des nappes phréatiques, notamment dans l'inondation des rizières. Et donc en 2024, le volume d'eau reconstitué est dépassé de plus de 3 fois la consommation du site. Donc on voit que TSMC, quelque part, n'a plus le choix que de se poser la question de la gestion de l'eau, que ce soit donc à Taïwan, on l'a dit, mais aussi à l'étranger, puisque il y a des enjeux aussi d'utilisation de l'eau dans la fabrication, et c'est une vraie réalité économique. Donc on va passer ensuite maintenant à un deuxième article, et là c'est aussi très intéressant de parler de la gestion de l'eau dans un hôpital. On passe dans le Nouveau Taipei. L'article s'appelle « Un nouvel espoir pour des soins de santé durable, gestion de l'eau à l'hôpital de la ville du Nouveau Taipei ». Il a été signé par Chen Chongfang avec des photos de Jimmy Lin. Et donc l'hôpital du Nouveau Taipei, nous apprend l'article, a mis en place un système qui va récupérer les eaux usées issues du système de dialyse, les chauffe, grâce à des pompes à chaleur qui viennent alimenter les chambres en eau chaude. Un système qui permet, selon la présentation, d'économiser l'eau, mais de réduire aussi les coûts énergétiques et les émissions de carbone. Alors, revenons un petit peu, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Face à la pénurie d'eau et à l'intensification du changement climatique, il y a une nécessité d'agir pour le développement durable. Et donc, l'hôpital municipal du Nouveau Taipei a aussi mis en œuvre un programme de réutilisation des eaux grises issues de son système de purification d'eau, donc de son centre de dialyse, un programme qui a remporté la médaille d'or au Taiwan Sustainability Actions Awards. Donc c'est intéressant de voir qu'une structure publique, un hôpital, soit aussi obligé de se mettre aussi là-dedans, de se poser des questions sur la gestion de l'eau. Et là aussi l'article est un petit peu provoquant, je trouve, et c'est que dès le départ, la première ligne de l'article, l'accroche, c'est que le directeur adjoint du NTCH, Xie Chung, explique que l'engagement de l'établissement en faveur de ce développement durable, c'est né d'une nécessité qui est très concrète, très pratique, assurer sa survie. C'est très marquant quand même de se dire qu'un hôpital qui veut assurer sa survie doit se poser des questions sur la gestion de l'eau. Et donc, l'hôpital public est responsable de son propre budget et qu'il n'a jamais été facile de développer de nouvelles sources de revenus. Et donc la réduction des dépenses s'impose comme une première étape logique. Et donc là, il y a eu des rénovations pour réduire les économies d'énergie, notamment au niveau de la clim et des ascenseurs, au remplacement de l'ancien éclairage par des systèmes intelligents à détecteurs de mouvement, et des améliorations donc à apporter progressivement. Donc l'hôpital ne s'est pas forcément posé des questions de santé publique ou d'environnement mais d'abord une logique très de gestion économique pour la pérennité économique de la structure. Et donc l'économie d'énergie, c'est devenu un consensus dans l'hôpital, et donc ça dépasse, il y a une culture qui s'est créée, que ça a déplacé la simple considération des coûts, et ça engendre une nouvelle approche. Et donc là, c'est pas une simple opération de communication, en tout cas, c'est qu'ils forcément ils vont pas dire le contraire, mais une volonté d'intégrer le développement durable dans l'ADN de l'hôpital. Et donc, recyclage des eaux grises issues de plusieurs choses. Donc le principe est d'utiliser l'osmose inverse pour recycler l'eau. Alors on va pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on va se perdre. Mais donc pour garantir la sécurité des patients, l'eau qui est utilisée pour la dialyse dans les centres dans le centre hospitalier, va être purifiée par ce type de purification, l'osmose inverse. En gros, on va venir éliminer des impuretés, mais laisser des eaux riches en matériaux. Donc l'idée, c'est fait à proximité. Le directeur explique que la plupart des hôpitaux récupèrent cette eau, mais la majorité ne l'utilise que pour l'arrosage des plantes, par exemple. Et une grande quantité est gaspillée. Là, on se contente. Là, on va pas faire seulement un recyclage symbolique. Et on cherche une solution pour optimiser l'utilisation de l'eau. Et donc, ils ont construit un système de stockage de 40 mètres cubes. Ils ont remplacé l'eau du réseau municipal chauffée par des chaudières à gaz naturelles, par de l'eau recyclée chauffée par des pompes à chaleur électrique pour la production d'eau chaude sanitaire dans les services. Et donc, réduire la consommation d'eau a un impact limité sur les émissions de carbone,
Mais si l'on abandonne également le gaz naturel, très émetteur de carbone, eh bien l'effet est tout autre. C'est ce qu'explique le directeur de l'ingénierie de chez NTCH, Tang Changwei. Et donc selon ses calculs, l'utilisation d'un système comme celui-ci, par osmose inverse, permet à NTCH d'économiser presque 10 000 mètres cubes d'eau du réseau municipal par an, soit une réduction des coûts de près de 600 000 dollars taïwanais. On va dire que ça va faire environ 20 000 euros pour faire une grosse fourchette, et une diminution des émissions de carbone de plus de 39 tonnes. Voilà, donc c'est un procédé installé dans un hôpital. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des structures publiques comme ça qui se posent aussi des questions sur la réalité de ce genre de petites choses, pour aller jusqu'au bout dans les questions environnementales de gestion d'eau. Puis on va terminer brièvement sur un troisième exemple d'architecture durable, cette fois, avec des bâtiments en bois autour de la centrale hydroélectrique à Taïwan. Ça se situe dans le comté de Nantou, donc c'est le seul comté sans littoral à Taïwan. Et donc voilà, reprenons un petit peu l'article. L'accroche vient nous dire qu'il y a un siècle, les ingénieurs se sont tournés vers la plus longue voie navigable de Taïwan, la rivière Zhuoshui, pour produire de l'électricité à l'aide de barrages, de seuils et de canaux. Ils ont construit une série de centrales hydroélectriques le long du cours supérieur de la rivière afin de transformer l'énergie potentielle de l'eau en une source d'électricité fiable pour alimenter la vie quotidienne dans le centre de Taïwan. Et donc, au cœur des montagnes du comté de Nantou, la centrale hydroélectrique de Wanda appartient à la Taiwan Power Company, Taipower, et donc a hérité du développement précoce de l'énergie hydroélectrique et doit répondre à des exigences contemporaines de durabilité. Et donc, il s'est posé la question de construction de structures pour rester sur ces productions hydroélectriques. Il y avait besoin de bureaux, notamment, et de locaux techniques. Et donc, une question qui est évoquée par l'architecte Huang Mingwei, qui était en charge d'un projet de construction de structures en bois, nous explique que l'aspect le plus important d'un projet était de permettre au complexe, qui comprend un immeuble de bureaux et une salle de conférence, de s'intégrer harmonieusement à son environnement. Et donc il fallait des nouveaux locaux pour cette centrale électrique de Wanda, qui est principalement donc aujourd'hui construite en bois, avec des éléments structurels en bois lamellé collé, un matériau qui vient offrir une résistance un petit peu supérieure à du bois brut qui peut avoir des problèmes de déformation. Une construction qui a permis de limiter l'impact sur les sols en réduisant le recours à des rouleaux compresseurs pour le compactage des fondations. Le bois aussi majoritairement préassemblé en usine puis transporté sur le site pour y être installé rapidement. Et puis ça vient réduire aussi considérablement les nuisances sonores et la poussière liées à des chantiers. Et le bâtiment a reçu en 2025 un label bâtiment vert niveau or du ministère de l'Intérieur. Donc cette centrale de Wanda, qui est la première installation de Taipower à avoir obtenu cette certification, fait partie d'un programme d'extension de la production d'électricité dans la zone du réservoir de Wushi, achevé en 2013. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont organisées autour de ça. C'est aussi une manière de mettre en avant la production hydroélectrique, alors avec ses bons et ses mauvais côtés, mais proposée comme une forme de production d'énergie durable. C'est très cohérent finalement quand on essaye de réfléchir à la gestion de l'eau, ce que l'eau peut apporter en termes de production d'énergie durable, de réfléchir à la construction de bâtiments qui sont pour le coup superbes. Là pour le coup les bâtiments en bois sont magnifiques, et puis Huang Mingwei est un architecte très très réputé pour son travail sur l'utilisation du bois notamment, et donc c'est un édifice qui incarne le souvenir des débuts de l'hydroélectricité et qui répond à une demande contemporaine de durabilité. C'est comme ça que l'écrit l'article, et je pense que c'est relativement juste. Nous arrivons donc au terme de cette émission. J'espère qu'on a un petit peu brossé un peu des exemples, des initiatives qui peuvent se faire à Taïwan pour économiser un minimum la gestion de l'eau. Je vous invite à aller lire les articles sur la page internet de l'émission. Et moi, je vous dis à bientôt. C'était Clément Tricot. Portez-vous bien.